Chapitre 68 L'erreur publique. Le gradé du village avait tout perdu, mais il ne l'acceptait pas encore complètement. Son autorité s'était fissurée, son contrôle lui avait échappé, sa réputation s'effondrait, et maintenant une partie de sa famille avait payé le prix de ses décisions. Il avait obéi, puis désobéi, puis tenté d'obéir de nouveau, et chaque fois la conséquence était tombée avec la même précision mécanique, comme si toute la province avait été transformée en livre dont il ne contrôlait plus aucune page. Il comprenait enfin une vérité simple et insupportable. Il n'était plus le chef. Il était devenu une page qui se déchire. Et quand un homme puissant commence à comprendre qu'il n'a plus de pouvoir, il commet souvent la même erreur. Il parle trop. Il tente de sauver son nom en détruisant tout autour. Ce matin-là, malgré les morts, malgré la fracture sociale, malgré la peur qui collait au village comme une seconde peau, il décida quand même de se présenter devant une caméra locale. Ce n'était pas une grande production. Juste un micro, un journaliste, un coin de stationnement municipal, la neige sale tassée par les pneus. Mais ce n'était pas une entrevue. C'était un dernier réflexe d'orgueil. Son visage était tiré, ses yeux rouges, et sa voix portait ce ton particulier qu'on entend chez ceux qui cherchent à convaincre parce qu'ils ne croient plus eux-mêmes à ce qu'ils disent. Il déclara que tout cela était un complot, que les gens paniquaient inutilement, qu'il existait une manipulation extérieure. Il parla encore du détective privé, insinuant que Yvon avait provoqué la panique dans le village. Mais cette fois, il fit pire. Il prononça des détails qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Il parla d'un endroit près de l'eau. Il mentionna Belle-Rive. Il évoqua une cache comme si personne n'en avait connaissance. Il parla de preuves tout en prétendant qu'elles n'existaient pas. Sans s'en rendre compte, il venait de confirmer au Québec entier qu'il y avait bien quelque chose à cacher, et qu'il le savait. Son mensonge n'était plus seulement un mensonge. C'était un aveu déguisé. Le journaliste posa alors une question simple, presque innocente. Pourquoi nommer Belle-Rive si ce n'était pas lié à l'affaire? Le gradé serra la mâchoire. Et dans son impatience, dans cet orgueil blessé qui cherchait encore à reprendre le contrôle, il cracha la phrase la plus fatale de toute sa carrière. Il dit qu'il savait ce qu'il y avait là. Un silence lourd s'installa. Le journaliste cligna des yeux. Le gradé venait de se piéger lui-même. Et à cet instant précis, comme un metteur en scène invisible qui entre au moment parfait, le narrateur entra dans la scène. Le téléphone du gradé vibra en plein direct. Le journaliste le vit. La caméra le vit. Le Québec le vit. Numéro masqué. Le gradé fixa l'écran comme si l'appareil était devenu une grenade. Il tenta d'ignorer l'appel, mais le téléphone vibra encore, puis encore, avec une insistance impossible à fuir. Le journaliste recula légèrement, instinctivement, parce que maintenant tout le monde comprenait ce que cela signifiait. Quand le masqué appelle, quelqu'un meurt. Le gradé finit par répondre. La voix revint, toujours calme, toujours indétectable, avec cette neutralité parfaite qui rendait chaque mot plus lourd que la colère. Elle parla suffisamment près pour que le micro capte une partie des phrases. Pas tout, mais assez pour que la scène devienne réelle pour ceux qui regardaient. Elle dit simplement qu'il venait de confirmer. Le gradé tremblait. Il tenta de parler, mais sa voix ne sortait plus correctement. La voix continua avec douceur. Elle expliqua que cette fois ce n'était même plus un mensonge, mais une preuve. Elle dit qu'il venait de montrer qu'il savait, et qu'un chef qui sait et qui laisse faire devient pire que le monstre lui-même. Puis elle prononça une phrase lente, presque pédagogique. Il était en train de se sauver lui-même en brûlant son village. Le gradé ferma les yeux. Et la décision tomba. La voix annonça qu'elle allait punir l'erreur publique, pas avec un symbole mais avec une conséquence immédiate. Elle parla encore de mort, dans sa famille, directement. Un petit gémissement échappa au gradé, comme si son corps avait compris avant son esprit que l'appel venait de basculer du futur vers le présent. Dans la minute suivante, son téléphone de service vibra. Puis un autre appareil vibra. Puis un autre encore. Des appels entrants. Des urgences. Des scènes. Des corps. Le gradé recula, son visage se vidant à chaque vibration.
Il tomba à genoux dans la neige sale, devant la caméra. Et le journaliste, le micro toujours ouvert, murmura une phrase que tout le monde allait entendre ensuite. « Mon Dieu !» Le gradé ne cria pas. Il n'avait plus de voix. Il restait simplement là, un homme puissant réduit à un témoin de sa propre destruction. Dans cette scène, le narrateur n'avait pas besoin d'être vu. Il avait seulement besoin d'être entendu. Parce que le Québec venait encore de comprendre une règle terrible. Plus tu mens en public, plus tu meurs en public. Plus tu veux contrôler le récit, plus tu deviens le récit. Pendant ce temps, sur la route, Yvon avançait avec les témoins vivants, Poutine vigilant, la preuve serrée contre lui. Sans le savoir encore, il venait de gagner quelque chose de précieux. Le village était maintenant trop occupé à regarder son gradé tomber. La cage commençait à s'autodétruire. Et dans cet effondrement, une vérité pouvait enfin sortir. Mais Yvon savait aussi une chose. Le narrateur ne ferme jamais un chapitre sans satisfaction complète. Et Convoitise n'avait pas encore reçu sa dernière ligne.